Froh, dass ich das alles so normal gemacht habe. Sie liebt letzten Sommer in die peruanischen Anden zum Beispiel. L'alpinisme est le seul sport où la victoire ne signifie qu'une chose, tu as survécu. Il n'y a pas d'argent, pas de bronze, pas de consolation. Là, haut, tu peux soit redescendre, soit rester à jamais. Dans les autres disciplines, perdre signifie la déception, dans les montagnes, perdre signifie la mort. Les montagnes ne pardonnent pas les erreurs, elles n'ont aucune pitié pour la faiblesse. Et lorsque la chance s'épuise, elles ne rendent jamais ceux qu'elles ont pris. Sous la glace éternelle, dans les crevasses, les corps deviennent partie intégrante de la montagne. Pas de pierre tombale, pas de croix, seulement le vent, la neige et le silence. Les montagnes sont des cimetières sans tombe, et chaque flocon rappelle que le prix d'un rêve peut être la vie elle-même. Parmi ces histoires de prix payés, certains noms de femmes résonnent avec une douleur particulière. Natalia Nogovitsina, Victory Peak, 2025, Chantal Mauduit, Dolagiri, 1998, Anne-Laure Schmatz, Everest, 1979, dont le corps resta des années figé à 8300 mètres, visible de tous ceux qui montaient vers le sommet. Et Shriya Chaklorfin, Everest, 2012, née au Népal mais morte comme canadienne, à quelques pas du sommet. Elles sont devenues des symboles du courage, mais aussi des avertissements silencieux pour ceux qui cherchent leurs limites dans la froideur du ciel. Et Laura Dahlmeier, la fille d'or du sport allemand, connaissait toutes ces histoires. Elle les avait lues, entendues, vues. Elle savait que, dans le monde des montagnes, les chances de ne pas revenir sont parfois plus grandes que celles de survivre. Et pourtant, elle y alla. Pas par folie, ni par vanité, mais parce que, pour des gens comme elle, la montagne n'est pas un simple sport. C'est un lieu de vérité, où la peur, la douleur et l'épuisement brûlent tout ce qui est inutile, jusqu'à ne laisser que toi et le sommet. C'est là, entre ciel et abîme, qu'on découvre qui l'on est vraiment. Laura est née le 22 août 1993 à Garmisch-Partenkirchen, une petite ville bavaroise où les Alpes ne sont pas un décor, mais une manière de vivre. Là-bas, les enfants apprennent à skier avant de savoir lire, et la neige est l'état naturel du monde. À 7 ans, Laura s'entraîne déjà au biathlon et au ski alpin, non pas comme un jeu, mais avec discipline, structure et objectif. Ses parents étaient eux-mêmes athlètes, ils savaient qu'il faut commencer tôt et ne jamais s'arrêter. Laura, elle, ne s'est jamais arrêtée. À 10 à 9 ans, elle entre dans la Coupe du monde de biathlon, la Ligue suprême où seuls les meilleurs du monde peuvent concourir. La compétition y est impitoyable, quelques centièmes de seconde font la différence, un seul tir raté suffit à tout perdre. Mais Laura avance, pas à pas, top 10, top 5, podium et finalement la première place. À 23 ans, elle devient septuple championne du monde, dominant 2 saisons consécutives, 2016 et 2017, et remportant 5 médailles d'or lors d'un même championnat du monde, un exploit jamais vu. Ce n'était pas seulement du succès, c'était une domination totale. Le sommet absolu vint en 2018, aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. 6 épreuves, 6 départs, et Laura gagna 2 médailles d'or consécutives en sprint et en poursuite, un exploit inédit dans l'histoire du biathlon féminin. Elle ajouta encore le bronze sur 15 km. 3 médailles en un seul Olympiade. À l'arrivée, elle s'effondra dans la neige, épuisée, tandis que l'Allemagne entière exultait. Elle avait conquis tout ce qu'un athlète pouvait rêver d'atteindre. Mais alors que le monde célébrait, Laura sentit un vide étrange. En mai 2019, à seulement 25 ans, elle annonça sa retraite. Pas de drame, pas de larmes, pas de scène, juste une phrase tranquille. Je ne ressens plus cette flamme à 100%, et sans elle, on ne peut pas rester au sommet. Elle partit au sommet de sa gloire, parce qu'elle savait, battre les autres est facile, se vaincre soi-même est bien plus difficile. Après sa carrière, Laura s'inscrivit à l'Université technique de Munich en sciences du sport. Elle mena une vie étonnamment simple, résidence étudiante, examens, yoga, pizza, lecture. Elle écrivit un livre pour enfants, The Climate Gang, sur des petits animaux qui protègent la planète. De championne olympique, elle devint autrice, porte-parole de la nature et de la jeunesse. On aurait dit qu'elle avait enfin trouvé la paix, loin des projecteurs. Mais les montagnes ne l'avaient jamais quittée. Même durant sa carrière, après chaque saison, elle partait en altitude pour retrouver le silence, le vent à la place des applaudissements, la respiration à la place du chrono.
Ce qui avait commencé comme de simples randonnées devint du véritable alpinisme. Glace, roche, terrain mixte, cordes, pitons, précision. Elle grimpait comme une professionnelle, observant les nuages, écoutant le vent, posant ses crampons avec la précision d'une tireuse d'élite. Les montagnes lui apprirent l'humilité, les limites et la vie. Le biathlon appartenait au passé. L'alpinisme devint son futur, son destin. Après avoir quitté le sport de haut niveau, Laura croyait avoir enfin trouvé l'équilibre. Elle pouvait respirer, vivre lentement, dormir sans penser au ski, au tir, ni au chrono. Mais pour des âmes comme la sienne, le silence devient tôt ou tard un autre type d'appel, un appel venu de l'intérieur, venu d'en haut. Les montagnes étaient toujours là, et quand on entend leur voix, on peut tenter de l'ignorer, mais on ne peut jamais l'oublier. Dans les années qui suivirent sa retraite, Laura ne vécut pas comme une femme qui avait tourné la page de la gloire. Elle s'entraînait chaque jour, grimpait chaque mois, apprenait les techniques de sauvetage, de cordage, de lecture du vent et de la neige. Elle suivit des cours de guide de montagne dans le Tyrol et l'Ötztal. Là, elle apprit à manier les systèmes de poulies, les ancrages, les techniques d'évacuation et de premier secours en altitude. Ce n'était plus des escapades, c'était une vocation. Elle devint guide alpine, puis secouriste en montagne, une femme capable de sauver d'autres vies là où l'air devient trop rare pour parler. Quand un appel d'urgence retentissait quelque part dans les Alpes ou au Tyrol, il arrivait que l'on lise un nom familier parmi les sauveteurs prêts à partir, Laura Dalmayer, la championne olympique qui avait échangé la piste contre le glacier. Sa passion était devenue sa profession. Et lorsque la passion devient un métier, la vie elle-même devient une ascension sans fin. Durant les années 2020, Laura voyagea à travers le monde, Népal, Pérou, France, Suisse, Italie. Elle gravit le Toklaraju dans les Andes, franchit le Lyskam et le Petit Dru dans les Alpes, traversa le grand couloir du Mont Blanc, cet endroit où une seconde d'hésitation suffit pour que la montagne se déchaîne. Elle grimpait avec la précision d'une biathlète, chaque pas calculé, chaque souffle mesuré. Aucune place pour l'erreur. En 2022, elle termina sa formation de secouriste professionnelle en montagne, l'une des plus exigeantes d'Europe. Désormais, elle n'était plus une simple passionnée. Elle pouvait diriger une équipe de secours à 4000 mètres d'altitude. Quand les tempêtes s'approchaient, quand les autres descendaient, Laura, elle, prenait la corde et montait. Mais les montagnes n'enseignent pas seulement la force, elles enseignent aussi la perte. En 2022, en Patagonie, son ami proche et ancien compagnon de cordée, Robert Grasseger, perdit la vie dans une avalanche. La nouvelle atteignit Laura chez elle. Pas de cris, pas de médias, seulement quelques mots, des coordonnées, une date, le silence. Ils n'étaient plus ensemble, mais cela ne rendit pas la douleur moins vive. Laura réagit comme une athlète, sans drame, sans déclaration publique. Seulement de longues séances d'entraînement jusqu'à l'épuisement, des pages de carnet remplies de réflexions et de questions sans réponse. La mort de Robert ne fit pas naître la peur, elle forgea une conscience nouvelle. Elle modifia ses routines, non pas pour renoncer, mais pour être plus prudente. Elle ajouta à sa liste de vérification des points précis, temps de sécurité, marge de vent, double contrôle des cordes, réduction des moments héroïques. Chaque détail devint un rituel de survie. Elle cessa de dire « Les montagnes nous attendent ». Désormais, elle disait « Les montagnes ne sont pas pressées, et moi non plus ». Mais cette lenteur n'était pas un abandon. Elle continuait de grimper, plus calme, plus lucide, consciente que chaque pas pouvait être le dernier. Puis vint 2025, l'année où le monde allait se souvenir du nom de Laura Dalmayer, mais non plus dans l'éclat de l'or olympique. En juin, elle quitta Munich et prit l'avion pour le Pakistan. Destination, le Karakoram, l'une des chaînes les plus redoutables de la planète. Là se dresse le K2, montagne plus dangereuse encore que l'Everest. Mais Laura ne visait ni K2, ni aucun autre, 8000 célèbres. Son objectif était plus modeste en apparence, mais infiniment plus exigeant. Le Laila Peak, 6069 mètres, une aiguille de glace et de roche, fine comme une lame, dressée dans le ciel tourmenté du Cachemire. Contrairement à l'Everest, où des centaines de grimpeurs s'alignent chaque année, le Laila Peak est presque toujours désert. Pas de cordes fixes, pas de camps installés, pas de guides commerciaux. Seulement la montagne, le vent et le silence. C'est exactement ce que Laura recherchait. Dans une interview, elle avait déclaré « Ce qui donne du sens à l'alpinisme, ce n'est pas la hauteur, mais l'esprit d'aventure, la solitude,
et la liberté de choisir sa propre voie. Voilà ce qu'est la véritable exploration. Le 28 juin 2025, elle publia sur les réseaux sociaux une photo du Karakoram baigné de lumière dorée. Légende courte, entraînement et préparation pour le prochain grand objectif. Rien d'autre. Pas de hashtag, pas de nom, juste le ciel et la montagne. Le 8 juillet, avec sa partenaire de cordée Marina Kraus, alpiniste allemande chevronnée, elle atteignit le Great Trangau Tower, 6287 mètres, une paroi quasi verticale, un sommet redoutable. Les deux femmes grimpèrent sans faute, pas de chute, pas d'erreur, pas d'hésitation. Laura était en pleine forme, forte, calme, totalement maîtresse d'elle-même. Du sommet du Trangau, elle regarda vers le sud-ouest. Là, dans la brume, se dressait le Leyla Peak, élancé, tranchant, d'une beauté presque irréelle. C'était son prochain but. Pas le plus haut, mais être le plus beau. Pas le plus célèbre, mais l'un des plus redoutés. Même la légende Reinhold Messner l'avait décrit comme très raide et extrêmement difficile. Et quand un homme comme Messner dit qu'une montagne est très difficile, cela ne laisse aucun doute. Cette montagne ne pardonne aucune erreur. Mais Laura n'avait pas peur. Elle sourit simplement, car elle savait qu'au fond, chaque sommet est juste et que chaque mort en montagne l'est aussi. Le 28 juillet 2025, l'aube se leva paisiblement sur la vallée de Ouche. Le vent soufflait doucement, le ciel était clair. Laura Dahlmeier et Marina Kraus se levèrent tôt. Elles vérifièrent les cordes, testèrent les ancrages, ajustèrent leurs harnais, leurs mousquetons, leurs crampons. Pas de mots inutiles. Ces deux femmes s'étaient déjà comprises sans parler, des années d'ascension partagées. Un regard, un hochement de tête, et tout commença. Leur objectif, le Leyla Peak, 6069 mètres de glace et de pierre, dressé comme une lame vers le ciel. Elles avaient choisi le style alpin, léger, rapide, sans corde fixe, sans camp intermédiaire, sans guide ni porteur, juste deux femmes, un seul cordon de vie, et la montagne. Ce style ne laisse aucune marge d'erreur, pas de secours immédiat, pas de retour facile. Chaque pas compte, chaque souffle est une décision. Les premières longueurs se passèrent sans incident. Le rythme était calme, régulier. Mais Laura sentit très vite que quelque chose n'allait pas. Le sol était trop mou. L'été 2025 était exceptionnellement chaud au Pakistan. Même à cette altitude, la glace fondait. Sous une fine couche de neige blanche, l'eau s'infiltrait, rendant la pente glissante et fragile. Laura planta la lame de son piolet. Elle s'enfonça trop facilement. Mauvais signe. Elle échangea un regard avec Marina. Elles comprirent. Continuer, oui, mais avec une prudence extrême. La paroi se redressa. À environ 5400 mètres, elles durent grimper à main nue, plantant les piolets dans la glace, cherchant du bout des pieds des prises à peine visibles. Chaque geste devenait un acte de foi. Sous elles, le vide, au-dessus, le blanc du ciel. Vers midi, la chaleur devint écrasante. La neige fondait à vue d'œil, puis elles l'entendirent. Un son sec, d'abord discret, puis plus proche, le claquement de pierres qui dévalent la pente. Une, deux, puis des dizaines. Les rochers ricochaient sur la glace, sifflant à travers l'air. « Chute de pierre !» cria Marina. Toutes deux se plaquèrent contre la paroi. Des éclats de neige jaillirent autour d'elles. Un caillou passa si près de Laura qu'il trancha un morceau de sa corde de sécurité. Elle leva les yeux. Le sommet n'était plus qu'à 300 mètres. Mais elle savait, le sommet attendrait, la vie, non. Elles prirent la décision qu'aucun alpiniste n'aime prendre, faire demi-tour. Lentement, méthodiquement, elles commencèrent la descente. Leyla Peak n'était plus un rêve, c'était une épreuve de survie. Elles installèrent le premier relais sur un rocher solide, fixèrent la corde, vérifièrent 2 fois les nœuds. Marina descendit la première, pas à pas, en silence. « Corde libre !» cria-t-elle d'en bas. Laura se mit en position. Tout se déroulait selon le manuel, précis, contrôlé, sans panique. Et soudain, un bruit sourd fendit l'air. Un craquement, comme un coup de tonnerre dans la glace. Un bloc s'était détaché, énorme. Marina leva les yeux, hurla « Laura !» Mais le vent emporta sa voix. Le rocher tomba comme une balle d'acier et frappa de plein fouet. Un choc violent, un écho étouffé. Laura se balança contre la paroi, puis resta immobile. Elle pendait encore à la corde, mais ne bougeait plus. Marina l'appela. 1 fois, 2 fois, 10 fois.
Rien. Pas un son. Juste le sifflement du vent et le battement régulier du mousqueton contre la roche. Laura ne répondait pas. Marina voulut remonter. Mais la corde était trop courte. En style alpin, on ne transporte que le strict nécessaire, léger, efficace, mais sans secours possible. L'autre moitié de la corde était celle qui soutenait maintenant Laura. Remonter signifiait se détacher du point d'ancrage, grimper sans sécurité, au milieu d'un déluge de pierres. C'était impossible. Les minutes passèrent, puis les heures. Marina resta, appelant encore. Elle scrutait la silhouette suspendue au-dessus d'elle, espérant un signe, un mouvement, n'importe quoi. Rien. Le froid s'installait. La montagne gronda à nouveau, d'autres pierres commencèrent à tomber, plus nombreuses, plus rapides, sifflant à travers la pente comme des balles. Alors Marina comprit. Si elle restait, elle mourrait à son tour, et personne ne pourrait prévenir les secours. Les mains tremblantes, elle attacha son système de descente, respira profondément et se laissa glisser vers le bas, entre les chutes de pierre. Le soleil disparaissait déjà derrière les arêtes. Chaque mètre de descente était un combat. Elle atteignit enfin la base du couloir au crépuscule. Avant de poursuivre, elle leva les yeux une dernière fois. Là-haut, très loin, Laura était encore là, une petite forme immobile suspendue au-dessus du vide, figée dans la lumière rouge du soir, un point de silence au cœur du vent. Marina atteignit le camp de base peu avant la nuit. La voix brisée, elle saisit la radio. Alpiniste blessé. Altitude 5700 mètres. Laila Peak. Secours immédiat nécessaire. Le message partit. Et au-dessus d'elle, dans la nuit glaciale du Karakoram, commença une course contre le temps. Une course que, dans ces montagnes, les humains perdent presque toujours. Le matin du 29 juillet 2025, le signal de détresse du Laila Peak fut reçu par le centre de secours de Skardou. Mais entre recevoir et atteindre, dans le Karakoram, il y a un gouffre. Là-haut, chaque minute est une bataille contre la montagne. L'équipe de secours devait progresser sur des pistes de pierre, franchir des glaciers instables, traverser la vallée du Baltoro, un monde où même les véhicules tout-terrain avancent plus lentement qu'un pas humain. Ils portaient radio, matériel médical, cordes et une question que personne n'osait prononcer. Sera-t-on encore à temps? Pendant ce temps, au camp de base, Marina Kraus attendait. Épuisée, déshydratée, mais incapable de quitter la radio. Chaque petit bip faisait bondir son cœur. Aucun signal d'en haut, aucun bruit, sauf celui du vent. Laura était toujours là, suspendue entre ciel et vide, à un endroit que plus personne ne pouvait atteindre dans la nuit glacée du Karakoram. À l'aube du lendemain, le ciel se fit noir et le vent tourna. Une tempête approchait. L'équipe de secours, dirigée par Ali Karim, un guide de montagne local expérimenté, partit à 5 heures. Ils savaient, le temps leur échappait. À midi, il serait trop tard. Ils avaient tout au plus quelques heures pour atteindre 5700 mètres, l'altitude que Marina avait transmise comme dernier point connu. À 5300 mètres, la neige commença à tomber épaisse. Le vent hurlait entre les crêtes. La température chuta sous les -20 degrés. Tout devint blanc, sans horizon. À travers les jumelles, un secouriste distingua un point sombre sur la glace à environ 400 mètres. Ali leva la main. Tout le monde regarda. Aucun doute, c'était Laura. Elle pendait toujours à la corde, la tête inclinée, immobile. Sa combinaison bleue et rouge était couverte de neige. Sous elle, les brins de corde battaient dans le vent, comme une statue figée au milieu de la tempête. Ali ordonna de continuer, mais les conditions étaient infernales. Le vent soufflait en rafales, la neige cinglait les visages, les ancrages cédaient. Ils luttaient pour chaque mètre gagné. Après plus d'1 heure d'effort, ils n'avaient parcouru qu'une 50aine de mètres. Le vent atteignait 90 km/h. Un membre de l'équipe glissa et faillit tomber dans une crevasse. Ali comprit. S'il poursuivait, d'autres mourraient. Il s'arrêta, leva les yeux vers la paroi. Là-haut, Laura restait suspendue, immobile, à peine visible dans la brume blanche. Il murmura, presque pour lui-même. Nous sommes arrivés trop tard. 13h47, le sauvetage fut interrompu. Au camp de base, Marina s'effondra en entendant la nouvelle. Impossible d'approcher. Vent trop fort. Tempête imminente. Elle resta silencieuse, les yeux perdus dans le ciel gris. Là, haut, au-delà des nuages, demeurait son ami, sa partenaire, sa moitié d'âme. Cette nuit-là, la tempête s'abattit sur tout le massif du Laila Peak. La température plongea sous les -30. Les communications cessèrent. Personne ne savait ce qui se passait là, haut. 3 jours plus tard, quand la tempête se dissipa, tout avait changé.
La montagne semblait nouvelle, les pentes remodelées, les traces effacées, les cordes et les balises ensevelies sous des mètres de neige fraîche. Laura avait disparu. Plus de coordonnées, plus de repères, plus rien. Le rapport officiel du Pakistan Alpine Club fut bref. Climber presumed deceased, body unrecovered, et alpiniste présumé décédé. Corps non retrouvé. Toute l'Allemagne fut bouleversée. Une championne olympique, héroïne nationale, perdue sur une montagne lointaine dont personne n'avait entendu le nom. Mais dans le monde de l'alpinisme, on savait, ce n'était pas un échec, c'était le prix de la liberté. À Garmisch-Partenkirchen, son village natal, une cérémonie eut lieu. Pas de cercueil, pas de corps. Seulement une photo de Laura, souriant dans la neige, entourée de fleurs bleues et jaunes, les couleurs de l'équipe allemande. Des centaines de personnes vinrent, coéquipiers, entraîneurs, amis, habitants. Tous murmuraient la même phrase. Elle est retournée là où elle appartenait. En septembre, Marina Kraus publia le carnet de montagne de Laura, retrouvé dans son sac au camp intermédiaire. À la dernière page, datée du 26 juillet, 2 jours avant l'accident, il y avait une seule phrase. La montagne ne demande pas la victoire, seulement le respect. Si je ne reviens pas, sachez que je suis exactement là où je veux être. Ces mots devinrent son testament, simple, mais d'une puissance immense. 1 an plus tard, quand la glace fondit, une expédition italienne découvrit sur la face nord du Laila Peak un morceau de corde et un mousqueton gravé, L.D. Personne ne put le confirmer, mais tout le monde comprit. Laura était toujours là, avec la montagne qu'elle avait tant aimée. La nouvelle de la mort de Laura Dalmayer se répandit un matin gris sur toute l'Allemagne. Les chaînes sportives interrompirent leur programme. Sur l'écran, une seule image, Laura sur le podium de Pyeongchang, drapeau allemand en main, un léger sourire aux lèvres. En dessous, ces mots sobres, repose en paix, Laura. Pas de musique, pas de publicité, seulement quelques minutes de silence pour une femme qui avait un jour rendu tout un pays fier. Partout dans le monde, les biathlètes publièrent la même photo. Un champ de neige, une carabine plantée verticalement dans le sol, symbole du deuil. Tiril Eckhoff, Kaisa Mäkäräinen, Martin Fourcade, Sesrivauxtier, écrivirent la même phrase. Elle ne se battait pas pour battre les autres, mais pour se dépasser elle-même. À Garmisch-Partenkirchen, la première neige tomba plus tôt que prévu. Devant le centre de biathlon, quelqu'un érigea une croix de bois simple, avec une petite plaque métallique, pour ceux qui n'abandonnent jamais. Les habitants vinrent déposer des fleurs, des photos, une paire de gants usés, une médaille de bronze ou simplement un papier griffonné. Merci d'avoir vécu vrai. Les médias allemands racontèrent son histoire avec respect. Pas de titre sensationnel, pas de reproches, pas d'exagération. Ils la présentèrent non pas comme une tragédie, mais comme une vie arrivée à son plein cercle. Le Süddeutsche Zeitung écrivit « Laura a quitté la scène alors qu'elle était au sommet. Elle a tourné le dos à la gloire pour retrouver le sens de l'effort. Et elle l'a trouvé, non dans la victoire, mais dans la liberté. » Dans les mois qui suivirent, des écoles de sport à travers l'Allemagne organisèrent des conférences sur sa vie. Les entraîneurs ne parlaient pas seulement de ses médailles, mais de son humilité, de sa rigueur et de son respect des limites. Plusieurs clubs d'alpinisme lancèrent un programme baptisé « Protocole Dallmayr », un guide sur la sécurité, l'évaluation du risque et l'art de savoir quand renoncer. Pour ses anciennes coéquipières, Laura n'était pas une légende lointaine. Elle était simple, discrète, fuyait les caméras, souriait même dans la fatigue. Une amie déclara « Elle nous disait toujours, ne laisse jamais la gloire te faire oublier pourquoi tu as commencé. » Après la cérémonie funéraire, les parents de Laura refusèrent toute interview. Dans une lettre adressée à la Fédération allemande de sport, ils écrivirent « Notre fille a vécu comme elle l'a choisi, et elle est partie de la même manière, en paix avec elle-même. Ne soyez pas triste, souvenez-vous d'elle comme de quelqu'un qui a vécu pleinement. » Sang. Depuis, chaque 30 juillet, jour où sa mort fut confirmée, les biathlètes allemands gravissent une petite montagne près de Garmisch. Ils portent un drapeau, boivent un thé chaud et restent en silence face à la vallée. Pas de discours, pas de rituel, seulement le vent, la neige et ce silence que Laura aimait tant. Son image réapparut aussi dans les manuels scolaires, non comme symbole du triomphe, mais comme un rappel. La vraie force ne réside pas dans la victoire, mais dans la liberté du choix. Dans le monde de l'alpinisme, Laura devint le symbole de la conscience et du respect. À une époque où l'on grimpe pour les photos et les records, elle cherchait autre chose, la vérité. Elle avait écrit un jour « En montagne, on ne peut pas tricher.
la montagne sait qui tu es. Et si tu mens, elle te le fera comprendre, de la manière la plus dure. Cette phrase figure aujourd'hui sur une plaque commémorative dans un petit square de Garmisch, à côté d'une statue de Laura brandissant le drapeau allemand. Pas d'or ni de marbre, seulement du bronze, sobre et lumineux dans le froid. En dessous, on peut lire « Le courage, c'est continuer même quand on sait qu'on peut échouer ». Elle ne laissa ni fortune, ni fondation, ni rue à son nom. Mais elle laissa quelque chose de plus grand, la conviction que la vraie grandeur ne se mesure pas au sommet, mais à la façon d'affronter la peur. Laura ne fut jamais retrouvée. Elle reste là, haut, dans les montagnes qu'elle aimait. Mais à chaque pas des alpinistes qui suivent, dans chaque souffle gelé, dans chaque pause avant le danger, vit une part de son héritage. Une femme qui n'est pas revenue, et qui pourtant n'a jamais disparu. Car Laura Dalmayer, à sa manière, a vaincu, non la montagne, mais la peur humaine du dernier sommet, l'éternité. Personne ne saura jamais exactement ce qui s'est passé dans les dernières heures de Laura Dalmayer sur le Lyle Peak. Il n'y eut aucun témoin, aucune caméra, aucune image, seulement une corde rompue et un vide blanc suspendu entre le ciel et la terre. Mais parfois, c'est le silence lui-même qui apporte la plus belle réponse, car les montagnes ne parlent pas avec des mots, elles gardent simplement ceux qui leur appartiennent. On a souvent demandé « Pourquoi est-elle retournée là, oh ? Pourquoi une femme qui avait tout la gloire, la sécurité, les médailles est-elle allée jusqu'à ce lieu où la mort n'est jamais qu'à un pas ?» La réponse se trouve peu être dans ce que seuls ceux qui ont connu la haute altitude peuvent comprendre. Dans la montagne, il n'y a personne d'autre que soi-même. Là-haut, les applaudissements s'effacent, les attentes disparaissent, les voix se taisent. Il ne reste que le souffle, les battements du cœur et la vérité nue, celle de savoir qui l'on est vraiment. Laura n'était pas une téméraire. Elle ne grimpait pas pour prouver quoi que ce soit. Elle grimpait pour exister pleinement. Après sa retraite du sport professionnel, elle avait dit dans une interview « Je n'ai pas peur d'échouer. J'ai peur de perdre le sentiment d'être vivante. » Et c'est cela qui la distinguait. Pour beaucoup, la gloire est une fin. Pour elle, ce n'était qu'un commencement, celui d'une quête silencieuse de paix au milieu du tumulte. Ceux qui ont vu le Lyle Peak savent qu'il ne ressemble à aucun autre sommet. Il n'est pas le plus haut, ni le plus connu, mais il possède une beauté presque irréelle. Une lame de glace plantée dans le ciel, réfléchissant la lumière en 1000 éclats étincelants. Les habitants du Karakoram l'appellent « la montagne qui écoute », car quand le vent la traverse, les parois résonnent comme une respiration de la terre. Peut-être qu'aujourd'hui, Laura fait partie de cette respiration du vent, de la neige, de la lumière. Parfois, les alpinistes qui passent près de l'endroit où elle a disparu s'arrêtent en silence. Certains laissent une pierre, une fleur séchée ou la trace d'une semelle dans la neige. Personne ne parle de tombe car pour eux, Laura n'est pas morte. Elle s'est simplement arrêtée plus haut que le reste du monde. Depuis 2025, les écoles d'alpinisme européennes ont ajouté un module appelé « Protocole Laïla », la règle de Dalmayer. On y enseigne que nul sommet ne vaut une vie humaine et que parfois, la vraie grandeur consiste à savoir renoncer. Ironie du sort, celle qui savait toujours quand il fallait redescendre est partie dans la seule ascension dont on ne revient pas. Et pourtant, même dans la mort, elle est restée fidèle à elle-même, elle a respecté la montagne et accepté son verdict. Des années plus tard, son nom n'apparaît plus sur les pages sportives, mais dans les conférences sur le climat, l'environnement et les limites humaines. Car son histoire de la gloire olympique à la disparition dans un silence glacé est la preuve la plus pure que la nature n'est pas notre adversaire, mais notre miroir. Certains disent, si Laura avait survécu, elle serait devenue entraîneuse, chercheuse ou écrivaine. Mais peut-être que c'est précisément son départ qui l'a rendue immortelle, non pas comme une star, mais comme un rappel que vivre pleinement est parfois plus important que vivre longtemps. Dans ce monde, il y a ceux qui atteignent la limite pour vaincre et ceux qui l'atteignent pour comprendre. Laura appartenait à ces derniers. Elle ne cherchait pas l'immortalité dans la victoire, mais dans un instant de silence, quelque part entre la peur, la neige et le ciel. Aujourd'hui, le Lyle Peak dort sous une couverture de glace. Quand le soleil du matin frappe ses parois, les cristaux d'argent qu'elle a autrefois touchés brillent encore. Peut-être, à la première lumière après une tempête, quelqu'un apercevra une mince traînée lumineuse glissant sur la pente et croira voir Laura Dalmayer, grimpant toujours, pas après pas, vers cet endroit où le ciel rejoint la neige. Cette histoire n'est pas un adieu, c'est une promesse.
que ceux qui ont le courage de regarder la peur en face ne disparaissent jamais. Ils changent simplement de demeure, de la vallée au sommet, du corps au vent, du souffle à l'éternité. Et si un jour quelqu'un demande « Qui était Laura Dalmaille ?» la réponse tiendra en une seule phrase. Sur la montagne, la victoire ne consiste pas à atteindre le sommet. La victoire, c'est de savoir qui l'on est et d'avoir la force de l'accepter.